bonsoir. Au sommaire de cette édition, le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique, le Rwanda accueille les travaux. Le président Alpha Condé y prend part. Plus de 210 millions de dollars injectés dans la réalisation du barrage de Kogbedu à Kankan. Le projet est réactualisé pour électrifier la Haute-Guinée et une partie de la forêt. Et puis des bourses d'études pour ces prochains lauréats des concours de beauté physique et intellectuelle. La SAGESCOM signe un partenariat avec l'école franco-guinéenne des métiers. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Alpha Condé est à Kigali. Son avion a atterri ce matin dans la capitale rwandaise. Le pays abrite le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique. C'est un choix qui s'explique par les efforts de Kigali en matière économique et dans la lutte contre la corruption. Voici donc le président Alpha Condé à l'atterrissage de son avion. Cette conférence économique planche sur une meilleure gestion des ressources de l'Afrique par le biais de la transformation numérique. À peine arrivé, le président guinéen s'est entretenu avec son homologue du Rwanda. Au menu des échanges, des réflexions sur l'agriculture, mais aussi sur les infrastructures. Sanassi Keita. Conakry et Kigali sur le chemin du renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. La présence dans la capitale rwandaise du président de la République auprès de son frère et ami rwandais se situe dans cette trajectoire. Professeur Alpha Condé et Paul Kagame s'entretiennent sur plusieurs questions de coopération bilatérale, notamment l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Des secteurs importants dans lesquels le Rwanda a fait des progrès spectaculaires, 22 ans après le génocide qui avait mis complètement le pays en ruine. Un modèle de développement rapide et fulgurant qui inspire aujourd'hui le président Alpha Condé, résolument engagé à consolider les relations de partenariat public-privé entre les peuples guinéens et rwandais. Et c'est dans cette optique même que l'APIP, Agence de promotion des investissements privés, a signé en décembre 2015 une convention de partenariat avec le Rwanda Development Board. Un accord qui vise à créer un cadre dynamique de coopération propice au développement du business, l'expansion des investissements et des relations économiques et commerciales entre Conakry et Kigali. Un signe de collaboration sûre, bâti sur le respect mutuel, qui motive sans nul doute aujourd'hui le président Alpha Condé à fouler le sol rwandais pour non seulement prendre part aux travaux du Forum économique mondial sur l'Afrique, mais aussi et surtout échanger avec son frère et ami, le président Paul Kagame. En tout cas, au cours de ce tête-à-tête de plus d'une heure, les deux hommes d'État ont tous affiché leur intention d'évoluer en parfaite harmonie pour faire émerger des idées allant dans le sens du développement de leur pays, la Guinée et le Rwanda. En parlant de développement, l'énergie était aussi un des points inscrits à l'ordre du jour. Justement, retour en Guinée pour préciser que l'électrification des villes de l'arrière-pays est un rêve qui commence à prendre forme. Ce soir, on parle du barrage de Kogbedu sur le fleuve Milo, capacité de production 44 MW. Il doit résoudre les défaillances électriques de la Haute-Guinée et alimenter une bonne partie de la forêt. Ansouman Toumani Kamara. Les travaux d'ouverture de la voie d'accès au site du barrage ont démarré depuis fin mars dernier. Cette piste longue de 20 km part de la localité de Farabana jusqu'au barrage de Kogbedu. Ces travaux de la voie d'accès sont à 75% parce que nous avons ouvert, n'est-ce pas, la piste jusqu'au site du barrage. Les 20 km déjà, l'ouverture est terminée. Et aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième phase, n'est-ce pas, le terrassement pour rendre la route praticable même dans la saison, pendant la saison pluvieuse et traiter aussi les points d'eau. À plus de 60 km au sud de Kankan et à 90 km au nord de Kerouani, le fleuve Milo. Et c'est ici que sera construit le barrage de Kogbedu. C'est un barrage hydroélectrique qui était attendu par les populations de la Haute-Guinée depuis la période coloniale. Il est inscrit parmi les vastes programmes du deuxième quinquennat du président Alpha Condé. Ce programme vise à atteindre un taux de couverture de 85% des besoins en électricité du pays à l'horizon 2020. On a prévu construire ici un barrage à peu près 30 mètres de terre et une centrale qui va produire 44 MW avec un débit de 120 mètres cubes par seconde.
Une fois réalisé, le barrage hydroélectrique de Kogbedou va desservir les localités de la Haute-Guinée et une partie de la région forestière. C'est prévu la construction de 2 lignes de transport pour exporter l'électricité produite. Il y aura une ligne vers Kankan et une autre ligne vers Kerouané. Le barrage hydroélectrique de Kogbedou, avec ses 44 MW, travaillera en couple avec celui de Franconedou, situé en amont. À côté, un site de 20 hectares est déjà nettoyé pour la construction d'une cité moderne servant de logement pendant la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Kogbedou dans Kankan. Le coût de réalisation de tous ces travaux est estimé à plus de 210 millions de dollars. Et puisqu'on parle d'énergie, la nouvelle direction générale du projet Swapiti prend des engagements. Elle promet entre autres de tenir le pari d'un barrage de qualité. En tout cas, les attentes du peuple sont grandes. À cela, il faut ajouter les recommandations du ministère de l'Énergie. Nabi Kamara. L'équipe dirigeante du projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti a pris fonction lundi à Conakry. Elle est composée d'un directeur général et de 2 adjoints. Devant les cadres du département en charge de l'énergie et de l'hydraulique, cette direction s'est engagée à livrer dans un délai raisonnable un barrage digne de la confiance du professeur Alpha Condé, président de la République. Notre équipe fera preuve de responsabilité qu'il faut, de la maturité qu'il faut, du sens patriotique qui cette fois-ci n'est pas un vain mot, pour tirer de tout son être l'énergie et l'intelligence qu'il faut pour qu'ensemble nous puissions accompagner le professeur sur cette lancée. Au nom du chef de l'État et de l'ensemble du personnel de son département, le ministre Dr Cheikh Talib Silla a assuré la direction générale de Swapiti de leur soutien. Il a rappelé la vision du professeur Alpha Condé en matière d'énergie pour la Guinée. Pour que la Guinée se développe, il faut de l'électricité. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit soutenir. On doit se battre pour réussir ça là. Et on doit être heureux pour dire, moi aussi, demain, j'ai participé à cette œuvre-là. Et que nos enfants et nos petits-enfants en parleront. Le directeur général de Swapiti et ses 2 adjoints ont été nommés par décret présidentiel le 3 mai 2016. Et cette note pour dire que dans le cadre de la poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'année 2016, dite session des lois, le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des honorables députés qu'ils sont conviés demain jeudi 12 mai 2016 à une plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de chronogramme de la session précitée. Les travaux de la dite plénière auront lieu à 10 heures précises à l'hémicycle au Palais du Peuple. Compte tenu de l'importance de l'activité envisagée, la présence de tous les honorables députés est requise. Signé Dr Mohamed Berete du bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général. Primature des sages de Barreau soutiennent les actes posés par le chef du gouvernement depuis sa nomination. Ils ont mis cette visite à profit pour réaffirmer leur adhésion au programme de développement du chef de l'État. Le point avec Adi Kamara. Les sages de Barreau, dans la préfecture de Kouroussa, sont venus apporter leur soutien au gouvernement de Mamadi Youla, occasion pour le porte-parole des sages de rappeler ici les vertus qui incarnent le pouvoir comme la rigueur, la responsabilité, le pardon et le travail. Depuis président Kataloumé, au Bradia Barouen, féliciter le Premier ministre Bankalon, après sa nomination du gouvernement de la République de Guinée. Soit par le président de la République, porté sur notre fils Mamari Youla, nous a reconfortés et c'est pourquoi nous sommes venus pour lui prodiguer des conseils afin qu'il puisse aider notre fils, le professeur Alpha Condé, à mener à bon port la barque qu'il est en train de conduire. C'est un message que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accueilli favorablement. Sur ce, Mamadi Youla s'est engagé à œuvrer dans le sens de l'accomplissement des missions que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, lui a confiées. Au-delà des sages de Barreau que je vois ici, je vois tous les sages de notre pays, tous les sages de la Guinée.
Le message qui vient d'être délivré par le porte-parole des sages est réellement un message de sagesse. Je crois que ce n'est pas une tautologie. Les sages ont bien délivré un message de sagesse et j'ai bien compris ce message. Nous, les membres du gouvernement, nous travaillons suivant les directives du chef de l'État. Les sages attirent notre attention sur la responsabilité qui est la nôtre, à commencer par le chef du gouvernement, l'ensemble du gouvernement, mais aussi l'ensemble de ceux qui travaillent pour ce pays. Nous avons bien perçu aussi le soutien, mais surtout au-delà du soutien, la loyauté que nous devons au chef de l'État qui a été choisi par le peuple de Guinée pour présider aux destinées de notre pays. Bientôt, la fête de la mare de Barou. À cet effet, les sages ont sollicité humblement la présence d'une forte délégation gouvernementale à cet événement qui donne de la valeur aux traditions séculaires de la localité. La 4e conférence islamique nationale a pris fin cet après-midi à Conakry. L'événement a duré 3 jours autour d'un point principal, la menace du terrorisme dans la sous-région. Les imams venus des 33 préfectures du pays ont remercié les organisateurs de cet événement qui était placé sous la haute autorité du Premier ministre. En marge de ces travaux, le secrétaire général des affaires religieuses et quelques religieux ont planché sur un autre thème crucial et actuel. Il s'agit des mutilations génitales féminines. Beaucoup de jeunes filles continuent d'être conduites à l'abattoir. L'enfer du couteau sévit encore dans notre pays. Et ces 2 jours d'atelier ont permis de recueillir le point de vue des religieux. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des affaires religieuses. Les leaders s'engagent à promouvoir l'abandon du mariage précoce aux enfants. Ensuite, les leaders religieuses s'engagent à promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines, excision et toute forme de violence à l'endroit des filles et femmes de Guinée, comme conseillé par le ministère de la Santé. La loi guinéenne aussi l'interdit. Les leaders encore s'engagent à prévenir tout acte de viol et de ne plus intervenir auprès des autorités pour les criminels ou auteurs de viol. Ils s'engagent encore à sensibiliser les maîtres coraniques, les karamoko, pour interdiction du travail d'enfants. Alors j'appelle tous les leaders religieux à bien vouloir respecter ces résolutions de l'atelier de ces leaders qui s'est tenu à Conakry ici, du 9 au 11 mai 2016. La Caisse nationale de sécurité sociale vient de décerner des satisfecits aux responsables de son centre de diagnostic et aux personnes qui se sont investies dans la réalisation de ce centre hospitalier. Objectif, reconnaître leurs efforts et encourager d'autres personnes à réaliser de telles œuvres. Le point avec Sahama Tolno. Le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale, un établissement sanitaire équipé de 3 services, l'unité d'imagerie, le laboratoire dentaire et le laboratoire d'analyse biomédicale. Depuis son inauguration le 28 avril 2016 par le président de la République, le professeur Alpha Condé, de nombreux patients viennent ici se faire consulter. Pour répondre aux attentes des populations, le centre s'est doté d'équipements de contrôle ultramodernes. Au niveau de l'imagerie, nous avons 4 unités. Nous avons l'unité de radio numérique de dernière génération avec capteur plan, et télécommandé et caméra intégrée qui a été fabriquée en 2014. Et nous avons l'unité d'écho-doppler cardiaque 4D multifonction qui est déjà fonctionnelle, qui est là.
Nous avons la mammographie, unité de mammographie, qui a été fabriquée aussi en septembre 2015 et qui est là, qui est fonctionnelle pour le dépistage des cancers de sein. Nous avons pu avoir un scanner de 16 barrettes à Lexion. Et ce scanner, dans notre contexte en Guinée, nous n'avons pas encore un scanner de 16 barrettes. Nous avons des scanners monobarrettes et des 4 barrettes. Une équipe de 17 médecins spécialisés, dont 2 experts tunisiens, offre leur service aux patients. Objectif, contribuer à la réduction des nombres de cas d'évacuation. Pour encourager de telles initiatives dans le pays, des satisfecits sont décernés aux personnes qui se sont distinguées dans la réalisation, l'équipement et le fonctionnement du centre. L'œuvre humaine n'étant jamais achevée, il fallait aujourd'hui décider de décerner ce satisfecit à ceux qui se sont fait distinguer. Ainsi, nous encourageons ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, mais qui ont peut-être la volonté et qui vont certainement le faire. C'est vraiment un honneur pour moi et pour toute l'équipe avec qui je collabore et je travaille. Docteur Chaloub, les infirmiers avec moi, les techniciens aussi. C'est un travail d'équipe qu'il faut s'engager à le faire pour longtemps. L'autre défi des responsables de cette caisse est l'achèvement des travaux du Centre médical international de Gbessia d'ici décembre 2016. Contre le paludisme, la First Lady s'engage dans le combat. Adjadjane Kondé rentre de Kindia où elle a présidé le lancement officiel de la campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides. L'occasion pour la première dame de Guinée de conseiller l'assainissement comme voie de prévention contre une maladie qui constitue encore la première cause de mortalité. Moussa Komara, Ali Badraban Kondé. C'est une forte mobilisation de la population de la ville des Agrimes. Elle prend part à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme et le lancement officiel de la campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le but de cette célébration est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des partenaires sur la nécessité de mobiliser et d'investir davantage des ressources humaines et financières dans la lutte contre le paludisme. Excellence, Madame la Première Dame, permettez-moi de remercier le ministère de la Santé et ses partenaires pour le privilège accordé à notre chef-lieu de région d'abriter cet important événement dont les effets bénéfiques contribueront sans nul doute à lutter efficacement contre le paludisme quand on sait que Kindia est une zone endémique. Malgré le progrès remarquable enregistré dans la lutte contre le paludisme, il reste encore beaucoup à faire. En effet, des millions de personnes à risque n'ont toujours pas accès aux méthodes simples de prévention, diagnostic et traitement. En conséquence, 198 millions de cas de paludisme, je répète, 198 millions de cas de paludisme et à peu près 600 000 décès sont associés à cette maladie chaque année mondialement. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Malheureusement, la Guinée n'est pas épargnée. En Guinée, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique et représente la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires publiques et privées selon le programme national de lutte contre le paludisme. Pour nous, pour les États-Unis, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui, de participer dans cette célébration de journée internationale contre Palu. Nous sommes ici avec le programme du président Obama, l'initiative contre Palu, et avec nos partenaires américains qui sont nombreux. Mais je pense que le plus important, que nous sommes ici juste après la lutte contre Ebola. Et c'était avec la leaderance des autorités guinéennes, avec l'appui de la communauté internationale, que vous, les Guinéens, ont vaincu.
Au cours de ces festivités, les messages sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée ont été véhiculés. Selon la Première Dame de la République, cette initiative républicaine s'inscrit en droite ligne de l'ambitieux projet de société du chef de l'État. J'ose croire que cette belle initiative aura des conséquences heureuses sur la santé des populations, particulièrement les enfants, car le paludisme est l'une des principales causes de décès dans notre pays. À mes concitoyennes femmes, nous qui donnons la vie, je vous invite à plus d'engagement dans la protection de nos enfants. C'est un devoir sacré de veiller sur eux et cela passe par l'assurance d'un environnement protecteur. Bref, vous devez vous présenter dans les sites de distribution munis de vos coupons pour recevoir les moustiquaires et vous les utiliserez selon les recommandations du ministère de la Santé. D'après les enquêtes menées par les spécialistes de santé, le paludisme reste un problème majeur de santé publique et de développement en Afrique. Un continent qui a enregistré 80% de la morbidité et 90% de la mortalité mondiale liée au paludisme. À Conakry, le gouverneur général Mathurin Bangura invite les directeurs généraux des sociétés industrielles de production d'emballage plastique et tous les opérateurs du secteur des eaux minérales évoluant dans la ville de Conakry à une importante réunion de travail qui aura lieu demain, jeudi 12 mai 2016 à 10 h au siège du gouvernorat. Direction Pita pour écouter le cri de cœur des agriculteurs. Les récoltes de maïs et des maniocs ont été dévastées par une colonie de charançonnes. Ces insectes coléoptères ont fait le malheur cette année des groupements paysans de Sangaréa. Première conséquence naturelle, ces paysans n'ont pas le cœur actuellement à la reprise des travaux. Alassane Djogobari. Mbali est une ménagère type mariée et mère de 6 enfants. Pendant que son mari travaille à préparer les champs de riz et de fonio ailleurs, Adama, quant à elle, s'occupe de la tapade pour planter boutures de manioc et semer graines de maïs, les deux principales sources de nourriture de la famille. Hélas, quand elle sort sa semence, elle découvre cette année encore que tout est réduit en poudre par une espèce de charançon particulièrement dévastatrice. Le maïs, le manioc et même le mil sont détruits, tout est en poudre. Ce spectacle est le vécu quotidien de l'ensemble des ménagères dans la sous-préfecture de Sangaréa et bien au-delà. Une situation qui décourage la production agricole de certaines variétés dans ces terroirs, affirment les autorités locales. Si on avait d'autres moyens qu'on pouvait conserver sans le feu, vraiment ça serait salutaire pour nous. Bon, le manioc aussi, on est obligé, quand on sèche, on est obligé de bouillir encore pour éviter les charançons. Et dès qu'on bouillit, le taux n'est plus bien. La conservation pose assez de problèmes, car on a des méthodes, jusqu'à l'heure là, les méthodes sont archaïques à 100%. Le grenier est largement menacé. Cependant, une lueur d'espoir peut-être pour arrêter ce fléau. Une société locale qui représente une grande firme américaine dit avoir une solution définitive au phénomène. Grempro, qui aurait fait ses preuves dans certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Kenya, disposerait de moyens de stockage novateurs en vue de résoudre cette autre situation dramatique du monde paysan guinéen. Un appui institutionnel pour le groupe La Citadelle. Il est en partenariat désormais avec le Conseil économique et social. Les deux parties ont signé le protocole d'accord. La démarche vise à donner un caractère plus solennel aux activités de La Citadelle. Yaya Silla. C'est une première entre le Conseil économique et social et les organisations non gouvernementales. L'institution signe un partenariat avec la Citadelle afin d'exécuter un programme d'intérêt public. Avec cette signature, le groupe La Citadelle s'engage à offrir des vêtements aux personnes nécessiteuses, faire des forages et mobiliser les jeunes pour sensibiliser la population contre le changement climatique.
5 protocoles d'accords internationaux et 2 protocoles nationaux. Mais ce sera, je crois, que le 8e protocole. Et ce protocole, c'est trop cher pour nous. À cause de ça, je commençais par le remerciement. J'espère que l'association de la STADEL, ce sera plus fort avec ce partenariat, Inch'Allah. La Commission de l'emploi, affaires sociales et culturelles du CES a pour rôle de recueillir les besoins essentiels de la population afin de formuler les conseils utiles. Une vocation qui obéit à cette démarche de partenariat avec la Citadelle. En signant donc cet accord, le Conseil économique et social, qui reste en droite ligne avec sa vocation, ses attributions, s'engage entre autres à apporter son soutien institutionnel à l'association La Citadelle pour la mise en œuvre de ses projets et programmes. Donner des conseils et avis aux autorités, président de la République, Assemblée nationale et gouvernement, sur les requêtes de l'association, La Citadelle en vue de réaliser ses objectifs. Cette signature de partenariat intervient en marge des travaux de la première session du Conseil économique et social. Plusieurs autres actions de ce genre sont attendues. 2 jours pour plancher sur le nouveau programme sectoriel de l'éducation PSE. Cette phase doit durer 2 ans et portera sur le renforcement des capacités du personnel enseignant des écoles du préuniversitaire, du professionnel et des différentes universités du pays. Le point avec Amadou Touré. C'est la revue conjointe intermédiaire du programme sectoriel de l'éducation PSE. Le programme couvre les départements en charge du secteur de l'éducation. Il s'étend de 2015 à 2017. Un véritable cadre de dialogue entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers évoluant dans le secteur de l'éducation. Les partenaires techniques et financiers restent toujours engagés auprès du gouvernement, notamment du ministère de l'alphabétisation et de l'enseignement primaire, du ministère de l'enseignement technique professionnel et de l'enseignement supérieur, pour faire justement en sorte qu'aujourd'hui, il y a des enseignants de qualité qui sont en place, pour faire en sorte que les parents soient accompagnés pour que les élèves partent à l'école, pour faire en sorte qu'il y ait des écoles un peu partout pour que ces enfants-là puissent y avoir accès et faire en sorte que ces écoles sont équipées et qu'il y ait un minimum de qualité d'éducation. Depuis la première phase du PSE, le secteur de l'éducation a connu une énorme mutation selon les responsables. Cela se fait remarquer par la construction de plusieurs salles de classe et l'achat de manuels scolaires. Désormais, les efforts de cette phase intermédiaire doivent se focaliser sur le renforcement des capacités du personnel enseignant. Ce nouveau programme, nous allons travailler pour que, en ce qui concerne les manuels pour le secondaire élémentaire, qu'on puisse bénéficier d'environ 5 millions de livres. Donc nous allons continuer à faire ce même travail. Et puis nous allons aussi améliorer la formation. Et la formation des formateurs commence naturellement par les écoles professionnelles que nous avons, l'ENI, l'ICED. Donc il va y avoir une amélioration au niveau de l'enseignement à ce niveau, mais aussi la formation continue. Et nous avons un programme similaire aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Mais n'oubliez pas que tous ces enseignements au niveau préuniversitaire, technique et supérieur sont liés. Nous approvisionnons, c'est nous qui formons les enseignants du préuniversitaire, mais il a dit quelque chose qui est important, c'est mettre l'accent sur la formation technique et professionnelle. Parce qu'il faut une adéquation, formation, emploi. Dans ce programme intermédiaire du PSE, 3 objectifs sont à l'ordre du jour. Ce sont le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle conjointe de septembre 2015, l'évaluation de la progression vers l'atteinte des résultats planifiés dans le programme sectoriel de l'éducation 2015-2017 et l'analyse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des innovations programmatiques et opérationnelles prévues dans le PSE et ses manuels de procédure. Et pendant ce temps, la structure SAISCOM scelle un partenariat avec une nouvelle université de Conakry. Le protocole prévoit un accompagnement annuel de 8 bourses pour les lauréats des concours de beauté physique et intellectuelle. Et ce deal entre en application dès la prochaine finale Miss et Master University prévue dans quelques jours. Marouf Ba, Diana Yansani. C'est une somme de 1,40 milliard de francs guinéens qui est désormais mise en jeu chaque année. Certes, la remise ne se fera pas en espèces, mais les 8 premiers gagnants pourront bénéficier d'une bourse d'études ici à l'école franco-guinéenne des métiers. Cette bourse se déroulera sur tout le cycle universitaire.
Déjà au sein de la structure organisatrice des concours Miss et Master University, la clé de répartition est très claire. Côté University, il faut être en licence 3 pour venir continuer le Master 1 et Master 2 dans cette université. Parce que déjà, quand on dit Miss et Master University, le premier critère obligatoire de sélection, c'est d'être étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur, dans une école professionnelle, en tout cas quelqu'un qui a Bac+. L'objectif est de promouvoir la culture dans les établissements scolaires et universitaires. Nous voulons aujourd'hui accompagner les jeunes élèves ou étudiants qui compétissent dans ces concours de beauté et intellectuels de façon générale pour qu'ils puissent être encadrés pour porter haut la culture guinéenne. C'est ça l'objectif de l'école franco-guinéenne des métiers. Les prochaines bourses pourraient permettre aux bénéficiaires de poursuivre des études supérieures à l'étranger. L'État, quant à lui, promet d'accompagner toutes les initiatives qui s'inscrivent dans la qualification de l'école guinéenne. Nous les accompagnons institutionnellement et quand il y a les moyens aussi, nous mettons le peu de moyens que nous avons à notre disposition pour les aider dans les zones. Alors maintenant, quand ils évoluent, je vous dis qu'ils vont vers la formation des Miss, il n'y a pas de raison que le département de la culture ne les accompagne. Outre les bourses, l'école franco-guinéenne des métiers promet de donner un emploi rémunéré aux différents gagnants de ces concours de beauté physique et intellectuelle au terme de leurs études. Coopération militaire. Les relations sont au beau fixe entre Dakar et Conakry. L'inspecteur général des forces armées du Sénégal est en Guinée. Il a rencontré les autorités militaires de Conakry pour une harmonisation des vues dans la lutte contre le terrorisme. Commandant Mohamed Kassé. Dès son arrivée à Conakry, l'inspecteur général de l'armée sénégalaise a rendu successivement une visite de courtoisie au ministère de la Défense nationale, à l'état-major général des armées et au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Partout, le général de division Aliou Nouad a échangé avec les autorités militaires guinéennes sur les questions sécuritaires et le renforcement des relations de coopération. La teneur des entretiens ont porté sur 3 points, l'insécurité transfrontalière, la menace terroriste et enfin sur la coopération bilatérale dans le cadre de la formation opérationnelle. Au cours des différentes rencontres, les deux parties ont exprimé leur volonté à combattre la nouvelle menace dans l'espace CEDEAO. Les défis au plan de la lutte contre le terrorisme constituent aujourd'hui une préoccupation incontestable. Comprenez bien que nous avons aussi des éléments de coopération dans le domaine de la formation, de l'entraînement. Ces manœuvres entrant dans ce cadre-là, donc réellement, s'il y a des opportunités, certainement que nous allons les saisir pour effectivement développer encore davantage cette coopération. À l'inspection générale des forces armées guinéennes, la délégation militaire sénégalaise a été édifiée sur la structure, le fonctionnement et l'historique de cette institution. Justice et cette sortie du procureur général près le tribunal de première instance de Dixine, sortie relative au décès d'un détenu à l'hôpital national Ignasdine. Le défunt était âgé de 57 ans, interpellé dans l'assassinat du journaliste El Hadj Koula Diallo. Précision de Alceni Pascaldine. Arrêté et inculpé pour assassinat du journaliste El Hadj Mamadou Koula Diallo, un des gardes du corps du président de l'UFDJ est décédé ce mardi à l'hôpital Ignasdine. Mamadou Seydouba faisait partie de la vingtaine de personnes interpellées et détenues à la maison centrale de Conakry. Le parquet a pris des réquisitions. Ils ont réitéré la demande pour raison de santé. Ayant réitéré pour raison de santé, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d'hospitalisation. Le doyen des juges d'instruction a souverainement pris l'ordonnance numéro 167 et ordonné le placement des 4 inculpés dans un centre hospitalier pour leur suivi médical. C'est ce qui s'est passé. Et très malheureusement, nous le regrettons tous. C'est pourquoi nous compatissons à la douleur de la famille du défunt. Très malheureusement, malgré tous les efforts déployés par le service médical, par le personnel médical, Mamadou Seydouba est décédé.
des suites de maladies. Je fais de la poursuite, mais je ne fais pas de la poursuite pour la poursuite. Je poursuis des hommes. L'aboutissement de la poursuite, lorsqu'un jugement est rendu, lorsque une incarcération est ordonnée par la juridiction de fond, c'est la réinsertion. Donc il faut de l'humanité pendant la poursuite. Marié à 3 femmes et père de 12 enfants, Mamadou Seydou Ba sera inhumé dans les jours à venir à Conakry. Que l'âme du défunt repose en paix. Amina. 11 mai 2016, aujourd'hui donc, on se souvient de Robert Nesta Marley, un autre défunt, mais lui, il nous a quittés il y a 35 ans de cela. L'artiste Bob Marley était l'un des précurseurs du mouvement Rasta dans le monde. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, bonsoir et à demain.